Sur le papier, le genre de la romance et du fantastique n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Ils n'ont pas les mêmes codes et ne s'adressent pas au même public. Pourtant, depuis quasiment toujours, on a des cinéastes qui essayent d'allier les deux. Et je ne parle pas d'un coup d'essai raté qui ne se reproduirait pas. Vraiment, de tout temps, on a toujours tenté de raconter des histoires d'amour par le biais du fantastique. Parfois ça se plante, mais d'autres fois c'est un véritable succès. La question aujourd'hui va être de comprendre pourquoi ces genres si différents sont souvent invoqués pour marcher ensemble. Et moi, je suis là pour vous prouver que c'est plus évident et logique qu'on ne le pense. On vient de passer les 1000 abonnés et c'est grâce à vous. Donc merci à tous les nouveaux et bienvenue dans le petit culte de Noël. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Déjà, dans l'intro, je vous ai un peu menti, je l'avoue. Non mais t'as pas honte? T'as pas honte de mentir à nos spectateurs comme ça, droit dans les yeux? T'inquiète Max, c'est juste un tips d'écriture. Et d'ailleurs, on parlera de croyances et du fait même de croire un peu plus tard. Ah, d'accord. Enfin, ne te sers plus de moi pour tes foreshadowing. Hein. Y a pas marqué fusil de Tchekhov ici. Hein. C'est noté. Je disais donc, je vous ai un peu menti quand je vous ai dit que le fantastique et la romance avaient des publics très différents. Car finalement, ce n'est pas le cas. Pour les deux genres, ceux qui vont voir ces films, ce sont principalement les jeunes. Évidemment, ce n'est pas pour les mêmes raisons et peut-être que le public qui va voir Jamais plus n'est pas vraiment le même que celui qui va voir Évanoui par exemple, mais il s'avère qu'en fait, ils sont dans la même tranche d'âge. C'est donc plutôt malin de penser qu'il y a un pont à faire entre les deux genres pour toucher un maximum de gens à l'intérieur de cette cible. Et il y a un point sur lequel le cinéma revient souvent pour allier ces deux genres, c'est l'amour impossible. Bon, évidemment, vous connaissez tous ce type d'histoire. Prenons par exemple Roméo et Juliette. Nous avons deux familles rivales, les Capulet et les Montaigu, et les deux enfants, Juliette et Roméo, tombent amoureux. Évidemment, cela ne convient pas du tout aux deux familles, et cette histoire finit tragiquement avec la mort de Roméo et Juliette. Ce genre d'histoire, ça marche à tous les coups, et on a eu un nombre incalculable de dérivés. Tout cela commençait à manquer d'originalité, et c'est là que le fantastique pointe le bout de son nez. La question était comment rendre l'amour encore plus impossible? Eh bien, il y a beaucoup d'exemples. Pour citer l'un des plus connus, on a bien évidemment La Belle et la Bête mis en image par Jean Cocteau en 1946. Une femme est séquestrée par une bête immonde, mais la magie de l'amour va les faire tomber amoureux. Un amour incompris par les autres, un amour même difficile à accepter soi-même, bref, un amour impossible. Et on pourrait parler du syndrome de Stockholm, tout ça, mais c'est pas le sujet ici. J'aimerais parler de l'amour impossible avec un exemple bien plus récent, mais tout aussi culte, Ghost de Jerry Zucker. Molly, why can't you hear me? Who is that? You can hear me? Can you hear me? Sam Wheat. Say my name. Say it. Leave me alone. Say my name. Sam Wheat. C'est un excellent exemple d'amour impossible qui en a inspiré plein d'autres, dont par exemple L'âme idéale qui est sorti mercredi dernier. Je vous ai d'ailleurs fait une petite critique sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Pour expliquer mon propos, je vais devoir raconter l'histoire de Ghost dans les grandes lignes. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, mais je préfère prévenir. Nous allons suivre un jeune couple, Molly et Sam. Un soir de balade, le couple se fait agresser et Sam meurt dans l'altercation. Molly est effondrée, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le fantôme de Sam, lui, est encore présent. Il y a toute une histoire de trafic d'argent que je vous épargne, hein. Si vous avez vu le film, vous savez, et si vous l'avez pas vu, vous inquiétez pas, ça sert pas l'argumentaire. Juste sachez que le meurtre de Sam a été commandité par son pote. Sympa, non? Ça, ouais, ça m'arrive d'y penser. Tu voulais dire un truc, Max? Hein? Non, rien. Non, vas-y, continue. C'est juste, je parle tout seul. Continue. Bref, Sam va essayer de prévenir Molly par tous les moyens qu'elle est en danger. Et le moyen qu'il trouve, c'est Obamay, une médium charlatan qui s'avère finalement avoir des pouvoirs. Bon, je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir avec l'amour impossible, non? C'est quand même compliqué de vivre une histoire d'amour avec un mort, voyez-vous? Et l'une des règles de l'amour impossible, qui n'est vraiment pas toujours respectée, c'est la tragédie. Comme son nom l'indique, un amour impossible est impossible, et donc il ne peut pas finir bien. En tout cas, pas pour la romance en elle-même.
Je saute à la fin du film Ghost. Du coup, Sam parvient à tuer son pote, même s'il ne voulait pas, et ce mec se fait embarquer dans les enfers. Molly est donc sauvée, Sam a réussi sa mission, il est en paix et il peut partir au paradis. Ah, j'ai pas dit que c'était très malin, hein, mais au moins ça a le mérite d'être efficace. Ici, le fantastique est un véritable atout car il sert de barrière et de contrainte entre nos deux amoureux. Le fantôme doit briser la barrière entre le monde des morts et celui des vivants afin d'offrir un dernier geste généreux à sa bien-aimée. Ah bah si on mérite pas le paradis après ça, je sais pas ce qu'il faut. Et vous voyez, malgré qu'il y ait du fantastique, la plupart des codes de la romance restent présents. L'obstacle qui sépare les amoureux, check. Le grand geste d'amour final, check. La scène d'amour avec la musique cliché, check. Et il y en a plein d'autres, mais laissez-moi garder quelques cartouches quand même. Bref, tout ça pour vous montrer que le trope de l'amour impossible, c'est l'élément parfait pour amener le surnaturel dans une histoire d'amour. Maintenant, j'aimerais séparer les romances en deux grandes catégories. La première, on vient de la voir avec le film Ghost, c'est quand un couple est déjà formé et que des obstacles vont se mettre sur leur chemin. Et la seconde, ce sont tout simplement les romances qui nous racontent une rencontre et où le film va nous montrer comment cet amour s'est construit. Bah tiens, maintenant que j'ai parlé de ces catégories, parlons d'un film qui ne rentre ni vraiment dans l'une, ni vraiment dans l'autre. Parlons d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Hi. Sorry? I just said hi. Hi, hello. Son cas est très particulier car le film nous montre une rupture tout en nous montrant la rencontre entre les deux amoureux. J'explique le délire pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film. Un jour, Joel se rend au travail de Clémentine avec qui il a une relation afin de lui offrir un cadeau de Saint-Valentin. Mais quand il arrive devant elle, elle semble ne pas se souvenir de lui, pire, elle ne sait vraiment pas qui c'est. Joel est choqué, alors il va voir ses amis qui lui avouent que Clémentine a fait appel à l'entreprise Lacuna. C'est une société qui permet d'effacer tous les souvenirs d'une personne de sa mémoire. Et Clémentine a décidé d'effacer Joel. Dans un élan de colère, Joel décide de faire la même chose et nous, spectateurs, nous sommes témoins des souvenirs de Joel qui s'effacent et donc de l'amour qui le lie à Clémentine. Et vous allez me dire, mais c'est pas plutôt de la SF ça, Ben ? Et je vous dirais, si. Et alors ? Même si le fantastique et la SF ont des codes différents, bien souvent, elles viennent servir le même type de discours. Et puis bon, j'allais pas m'empêcher de parler de ce chef-d'œuvre de Michel Gondry pour si peu. Ici, le concept de SF nous permet de faire une sorte de voyage dans le temps, car même si on connaît la finalité de la relation entre Joel et Clémentine, la tragédie, vous connaissez tout ça, eh bien, on est quand même curieux de savoir comment on en est arrivé là. C'est marrant car c'est une sorte de prolepse un peu détournée. La prolepse, c'est un procédé de narration qui consiste à montrer un événement futur, puis revenir en arrière afin de l'expliquer. Dans le film, on est dans le présent, mais on va quand même explorer le passé pour l'expliquer. Du coup, on pourrait dire que ce sont des sortes de flashbacks, mais comme ils sont intégrés au récit, c'est un peu compliqué. Mais bref, je m'égare complètement, c'est pas le sujet. On a comme une impression de rêverie dans l'exploration de ses souvenirs, et récemment, il y a un autre film qui a utilisé ce procédé. Ce film s'appelle A Big Bold Beautiful Journey. Your accent, is it real? You think I'd fake an accent? The most beautiful places make you feel the most alone. That's a pretty good me, actually. I'm flattered. Et là, désolé, mais il faut que je fasse une petite parenthèse sur ce qui s'est passé autour de ce film. Il est sorti le 1er octobre de cette année et il s'est fait déglinguer. Par tout le monde, hein, public comme critique. Et j'avoue que je comprends pas du tout. J'ai l'impression que c'est sa naïveté qui a un peu dérangé, mais moi c'est limite ce qui m'a le plus plu. On est dans une période hyper tourmentée, avec un cinéma qui l'est tout autant, et on va pas se mentir, avec l'horrible montée du fascisme, heureusement qu'il l'est. Mais du coup, une proposition simple et belle qui nous met dans une petite bulle de douceur le temps d'un film, bah je trouve que ça fait vraiment du bien. Cette année, je peux aussi citer Life of Chuck qui a été dans le même cas. Enfin bref, si vous ne l'avez pas vu à cause des retours, bah franchement, laissez-lui sa chance, je suis sûr qu'il peut faire du bien à beaucoup de gens. Maintenant que tout ça est dit, passons à ce qu'il raconte. On va suivre un mec qui s'appelle David et qui doit se rendre à un mariage. Manque de bol, sa voiture est immobilisée par la fourrière. Du coup, il se rend d'urgence à une agence de location. Et vous voyez, personnellement, dès cette scène, j'étais dedans. Déjà, très factuel, il y a Phoebe Waller-Bridge.
Ah, j'ai pas forcément dit que mes arguments seraient objectifs. Et on a le droit à une scène d'absurde complètement lunaire. On demande à David de se mettre sur une croix qui est sur le sol, on est en train de le filmer avec un caméscope, ils ont une photo de lui. Je rappelle qu'il vient juste louer une voiture, hein. Et d'ailleurs, il y en a qu'une dans l'entrepôt. C'est vraiment absurde et le dialogue est tellement drôle, un délice. Rien que pour ça, le film ne peut pas être pourri, je suis désolé. Et moi, je m'égare encore, navré, on reprend. David a sa voiture, il peut donc se rendre au mariage où il va rencontrer une certaine Sarah. Le feeling passe bien et tout, mais David se restreint. Il fait genre le mec « ouais, moi je danse pas » et du coup il passe complètement à côté de Sarah, ce qu'il regrettera immédiatement bien sûr. Et d'ailleurs les gars, arrêtez de faire les mecs, hein. À force de jouer au Toxic Boy, vous êtes plus toxique avec vous-même qu'avec n'importe qui d'autre. Bref, le lendemain, le GPS de David lui parle et lui demande s'il veut vivre une grande et fabuleuse aventure. Oui, son GPS. Et c'est pas genre normal parce qu'on vit dans un monde futuriste ou quoi. Non, je vous assure que David, lui, il est choc-barre. Bon, j'accélère, ils recroisent Sarah, ils vont faire de la route ensemble et le GPS va les guider vers une porte au milieu de nulle part. Et derrière cette porte se trouve un souvenir lointain de David. Je vais vous en dire plus directement en analysant parce que là j'ai l'impression que je prends le film un peu trop à cœur et faut que j'avance un peu plus vite. Du coup, on va apprendre à connaître ces personnages par le biais de ces portes qui mènent à un souvenir passé. Mais surtout, ça va permettre aux deux personnages, donc David et Sarah, de se connaître eux aussi. Car oui, quand par exemple Sarah va explorer un de ses souvenirs, David sera là pour l'observer. D'ailleurs, il y a un effet assez drôle, c'est que si on va dans un souvenir où par exemple David a 15 ans, eh bien tout le monde autour de lui va le traiter et le voir comme un enfant de 15 ans, mais nous spectateurs, on voit à l'écran le David adulte. Du coup, ça crée des situations hyper marrantes. Comme vous pouvez le voir, c'est une alternative hyper intéressante à Eternal Sunshine, parce que dans celui-ci, en fait, on va suivre une rencontre, alors que dans Eternal Sunshine, eh bien, on va voir une rupture. Mais au final, les deux utilisent le souvenir pour la même fonction, développer les personnages. Et il y a un autre élément qui est très important pour la suite de cette vidéo, c'est la notion de magie. Dans Eternal Sunshine, on nous montre un procédé qui est expliqué par la science. Dans A Big Bold, aucune explication ne nous sera donnée sur ce qui arrive au personnage. Une sorte de ta gueule c'est magique, mais qui ici va servir le propos, parce que l'une des premières choses qu'on apprend de David et de Sarah, c'est qu'ils ne croient plus en l'amour. Je résume grossièrement, mais David était engagé dans une longue relation à laquelle il a mis fin, et Sarah s'enfuit à chaque fois qu'une relation devient sérieuse. Pour autant, on sent bien que ce sont deux personnes qui ne demandent qu'à aimer et être aimées. Alors quand il t'arrive une aventure aussi rocambolesque et littéralement incroyable, eh bien tout de suite, croire en l'amour devient, disons, un peu plus facile. Les notions de magie et de croyance sont très importantes dans le genre de la romance. C'est d'ailleurs également le cas dans la vie de tous les jours. Par exemple, beaucoup croient au coup de foudre, le fait de croiser le regard de quelqu'un et tomber littéralement amoureux, et surtout que ce soit réciproque, alors que d'autres n'y croient pas du tout. Et il y a même encore mieux, l'âme sœur. Le fait de se dire qu'il n'y a qu'une seule et unique personne qui nous est destinée sur cette terre, c'est une croyance un peu folle, c'est un peu comme croire en la magie. Et pourtant, certains y croient. Donc finalement, quoi de mieux que le fantastique pour parler de tout ça? Pour terminer avec Big Bolt, il y a un élément qui arrive à la fin du film et qui va totalement dans le sens que je viens de dire. Mais j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai vraiment sincèrement envie que vous découvriez ce film. Du coup, allez le voir et si ça vous intéresse, on en discute en commentaire. Il y a un autre cinéaste qui s'est quasiment spécialisé dans la passerelle entre la romance et la magie, c'est Makoto Shinkai. D'ailleurs, c'est très marrant car lui aussi a utilisé ce truc de la porte qui est au milieu de nulle part et qui donne sur un autre endroit dans le film Suzume. Ici, la porte n'a pas vraiment la même signification et l'aventure n'a pas le même but, mais je trouvais ça marrant qu'ils aient tous les deux utilisé ce motif de la porte. J'aurais pu vous parler de Suzume, mais je trouve que Makoto Shinkai a un autre film qui se marie mieux avec mon propos, et en plus, c'est le plus connu de sa filmographie. Ce film, c'est Your Name. C'était comme Un rêve. Ce spectacle dans le ciel était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Celui-ci est parfait pour évoquer la magie que peut provoquer l'amour, ainsi que le fantastique d'un monde mystique qui ne s'explique pas. On va suivre deux adolescents, Mitsuha et Taki, qui ont chacun une vie assez banale. Mitsuha vit avec sa grand-mère dans un petit village et Taki, lui, habite à Tokyo.
Les deux ne se connaissent pas du tout, mais un jour, une comète va passer au-dessus du village de Mitsuha. Et le lendemain, elle se retrouve projetée dans le corps de Taki, qui lui se réveille dans le corps de Mitsuha. Évidemment, ils ne comprennent rien à ce qui leur arrive, et c'est tout un périple qui les attend. Ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte en écrivant ce passage que finalement ce concept pouvait paraître un peu niais, voire même d'être genre de la pure comédie un peu à la Freaky Friday par exemple. Attention, hein, je n'ai rien contre ce film, je dirais même que je l'aime plutôt bien malgré sa qualité, disons, discutable. Et en me repassant un peu dans la tête les synopsis des autres films de Makoto Shinkai, en fait, c'est un peu ce qui fait sa force. Ces films commencent souvent sur un ton très léger, voire même proche de la comédie, pour nous mettre dans une sorte de petit cocon. Mais il y a toujours un moment où tout bascule. Et je pense que Your Name en est le meilleur exemple. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas spoiler le film pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, mais putain, qu'est-ce que j'ai chialé! Ah mais dans mes souvenirs, à partir de la moitié du film, je deviens inconsolable, hein. Tu peux me laisser sur le côté, c'est terminé. Et franchement, Makoto Shinkai, c'est un réalisateur qui arrive toujours à m'avoir avec la même formule, c'est fou! Vraiment, si vous n'en avez jamais vu, foncez dessus, ce sont des moments délicieux. Et encore une fois, la magie est totalement combinée à l'amour dans Your Name. Ils vivent une situation qu'ils ne comprennent pas, mais au moins ils sont deux, ils peuvent se reposer l'un sur l'autre. Et en plus, cette magie, elle va leur servir à se rencontrer et même potentiellement à s'aimer. Mais bon, c'est quand même une vidéo de Noël et on n'a pas beaucoup parlé de Noël pour le moment. Eh bien les amis, c'est maintenant. Essayez de vous replonger en enfance. Bon, en vrai, ça marche encore aussi aujourd'hui, mais bon, laissez-moi faire mon scénario. On est en plein après-midi, il neige dehors, du coup, vous êtes partis avec vos amis faire une petite bataille de boules de neige, vous rentrez frigorifié à la maison, alors vous allez vous faire directement un bon chocolat chaud, et vous vous mettez devant le canapé devant TF1. Et là, vous tombez sur un téléfilm de Noël. Ah, on en a tous croisé des films comme ça, c'est sûr. Et en plus, ça continue aujourd'hui, hein, comme je vous le disais, plus que jamais. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont souvent des comédies romantiques. Et ces comédies romantiques, elles sont souvent fantastiques. Bon, on va pas se mentir, elles sont aussi souvent très chrétiennes. Et oui les enfants, parce que la période de Noël, c'est celle où on pardonne tout, comme ce bon vieux Jésus, même à des cons de mascus toxiques. On s'en fiche, c'est Noël, soyons heureux. Oui, bon, j'avoue que j'ai un peu de mal avec les valeurs que véhiculent certains de ces téléfilms. Ah vraiment, les chaînes s'en foutent, hein. Tant qu'il y a Noël dans le titre, on le diffuse. Bref, ne vous inquiétez pas, je ne compte pas me lancer dans l'analyse d'un de ces films. Allez, pour le plaisir, je vous fais un petit scénario cliché d'un de ces films. Un mec et une meuf sont en couple depuis un moment. Le mec travaille trop et ignore sa famille, et la meuf reste à la maison et voit son couple partir en vrille. Et là, hop, événement fantastique random, le mec doit comprendre qu'il n'a pas été vraiment gentil. Moi je dirais plutôt qu'il a été un gros con, mais bon voilà, chacun sa façon de voir les choses, et donc il va vivre plein de péripéties pour revenir à sa vie normale. Mais à la fin, il comprend ses erreurs et devient tout mignon pour retrouver sa femme. Voilà, je suis allé dans le cliché, mais globalement c'est ça. Moi maintenant, j'aimerais vous parler d'un film qui reprend presque exactement tous ces codes de téléfilm de Noël, mais qui lui, arrive à les tirer à son avantage. Ce film, c'est Mon Inconnu. Il faut que Olivia retombe amoureuse de moi dans cette vie ici pour que je rebascule dans l'autre. Je sais tout d'elle, je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, c'est ma femme quoi. Dans ce film, on suit Raphaël qui est auteur de romans de science-fiction à succès. Il a une femme pianiste qui s'appelle Olivia. Depuis un moment, Raphaël délaisse complètement Olivia au profit de sa carrière, la prenant pour acquise. Olivia, qui a sacrifié sa carrière à elle pour Raphaël, pète les plombs et le quitte. Donc vous avez compris, hein, Raphaël, c'est le gros con de l'histoire dont on parlait tout à l'heure. Le lendemain, il se réveille dans un monde parallèle où il est prof de français célibataire et Olivia, elle, est devenue la meilleure pianiste du pays. Raphaël va donc tout faire pour revenir dans sa dimension. Bon, vous pouvez constater que là, on a du cliché en veux-tu, en voilà. Mais je trouve que le film fait des petits choix qui le rendent bien meilleur que la moyenne. Déjà, même si on suit l'homme dans cette histoire, Olivia n'est pas mise de côté comme la plupart des personnages féminins dans ce genre de film. Cette dimension parallèle nous permet de vraiment la découvrir en même temps que Raphaël, lui, est en train de la redécouvrir. Pour continuer dans les clichés, évidemment Raphaël va tout faire de manière très égoïste et donc il va devoir apprendre
à se comporter autrement pour réparer ses erreurs et pouvoir revenir dans sa dimension. Donc évidemment, au début, il va bêtement essayer de la reconquérir avec l'aide de Félix, son meilleur pote, qui a décidé de le croire. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce personnage car il est typiquement dans les croyances dont je vous ai parlé plus tôt. Il n'arrive pas à oublier son ex persuadé que c'est son âme sœur et il croit en l'histoire loufoque de Raphaël par amour pour son meilleur pote. Bref, tout un tas d'événements nous emmènent donc à la fin du film. Cette fois-ci, je suis désolé, je vais être obligé de spoiler la fin parce que sinon je peux pas aller au bout de mon propos et expliquer en quoi ce film est différent des téléfilms de Noël random. Je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment, donc en vrai vous aurez toujours un intérêt à voir le film, mais voilà, je vais révéler la fin quoi. Du coup, Raphaël parvient à comprendre ce qui cloche. Dans son dernier roman, il tue le personnage qui représentait Olivia comme un symbole de la fin de leur amour. Et il ne se rend même pas compte d'à quel point ce geste est fort et significatif. Ah bah je vous l'ai dit hein, un gros con. Il décide donc de tout réécrire en faisant tuer son propre personnage à la place, et de le faire lire à Olivia, comme ça, hop, il a réparé son erreur et il peut retourner au bercail. Tout cela se passe durant un concert d'Olivia. Raphaël lui donne le script avant sa représentation et reste pour voir le concert. Et c'est là que tous les films à la con dont je vous parlais tout à l'heure se seraient arrêtés. C'est bon, il a compris la leçon, on le renvoie dans sa dimension et tout le monde est content. Mais mon inconnu ajoute un dernier geste qui fait que selon moi, il a mieux compris que les autres. En regardant Olivia jouer du piano, Raphaël se rend compte de tous les sacrifices qu'elle a fait pour lui. Il pleure toutes les larmes de son corps et il se rend compte que d'une certaine manière, il a un peu gâché sa vie à elle. Non pas qu'elle était forcée de faire tous ces sacrifices, mais surtout par le fait qu'après, il l'a complètement délaissée. Et là, il fait la première chose réellement non égoïste du film. Il va récupérer le script pour ne pas qu'elle le lise et il la laisse tranquille. Même si pour ça, il ne pourra pas retourner dans sa dimension. Et là, le film m'a convaincu. Bon, à la toute fin, la Olivia alternative sort du concert et le rejoint dehors pour l'embrasser. Donc, clairement, il s'en sort bien. Mais bon, c'est pour la magie de Noël, voilà. On pardonne tout, on a dit. Donc, bon, moi aussi, je pardonne au film, c'est pas grave. Bon les amis, on arrive sur la fin, c'est fou parce que j'avais prévu de parler de plein d'autres films et en fait au fur et à mesure de l'écriture je me rendais compte que valait mieux que je resserre mon propos sur quelques films pour pas m'éparpiller et vous perdre pendant la vidéo. J'espère vraiment que j'ai été assez clair sur mon propos et puis après surtout je voulais vous présenter des films voilà, qui réchauffent le cœur en cette période de fin d'année. Et surtout j'espère que j'ai réussi à vous persuader que réunir la romance et le fantastique c'est finalement plus que logique. Et si vous n'y croyez pas encore, laissez-vous emporter par la magie de Noël. Vous verrez, ça fonctionne. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Et avant de vous laisser, on tenait à vous remercier du fond du cœur car grâce à vous, on est maintenant 1000 sur la chaîne. On est tellement heureux parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on fait des vidéos et qu'on cherche voilà, à trouver une communauté. Et là, on sent qu'il est en train de se passer quelque chose, donc vraiment merci. Et je vous laisse avec Maxime qui a envie de vous dire aussi un petit mot. Franchement, 1000 merci et même autant de merci que vous avez fait de vues sur la chaîne. La vidéo sur Stargate, on voulait vraiment la faire, mais on avait vraiment un doute si elle allait plaire ou pas et si les fans allaient être au rendez-vous. Et vous avez été au rendez-vous et en plus ça vous a permis de vous abonner à la chaîne. Vous l'avez vu, c'est une chaîne qu'on fait tous les deux. Là c'était le petit culte de Benjamin, du coup je suis apparu dedans aussi. Et ce sera le cas à chaque vidéo, même si pour certaines on essaye de se réunir au même endroit. D'ailleurs avec Benjamin, on se voit fin décembre pour tourner nos tops et nos flops cinéma de l'année. Et à l'occasion, on aimerait tourner une petite foire aux questions, une FAQ pour fêter les 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Et en tout cas, encore une fois, merci pour toutes les vues sur le petit culte sur Stargate, et merci pour tous ces abonnements. Bienvenue dans l'aventure Crit My Cult, pour n'avoir bien sûr que notre avis, et vous faire le vôtre. Allez, je relaisse l'antenne à Benjamin. En tout cas, si vous aimez ce genre de film, je vous rappelle que L'Âme idéale en est un très bon représentant et qu'il est actuellement en salle. Si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle que j'ai fait une petite critique sur le film et vous pouvez aussi aller voir notre interview de la réalisatrice. Encore merci à tous les amis, joyeuses fêtes et surtout n'oubliez pas que tout ça, c'était que mon avis, faites-vous le vôtre, à bientôt!